Bienvenue dans le débat de France 24. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique et l'un des plus dynamiques au monde par la démographie. Le Nigeria élit samedi son président sur un collège d'un peu plus de 80 millions d'électeurs. Ils sont une soixantaine de candidats à la magistrature suprême. Dans un pays où 70% de la population a moins de 35 ans, les deux favoris, eux, ont plus du double. 76 ans pour le président sortant Mouhamadou Bouhari, 72 pour son adversaire, l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Deux politiques chevronnées pour un scrutin à l'issue incertaine. Cette élection peut-elle changer en profondeur la vie des Nigérians et les perspectives pour ce géant en devenir? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir ici même Anna Sylvestre-Renner. Bonjour, vous êtes journaliste à Jeune Afrique. Vous avez été correspondante de France 24 et d'RFI sur le continent africain. Merci d'être avec nous. Antoine Glaser, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, co-auteur avec Thomas Hoffnung de Nos chers espions en Afrique. Également avec nous Louis Magloire Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Et Ebezner Okpokpo, vous êtes avocat nigérian. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. On se rendra dans un instant à Abuja où nous attend notre correspondant Moïse Gomis. Mais d'abord, pour les découvrir, si vous ne les connaissez pas déjà, les portraits donc des deux principaux prétendants, Mouhamadou Bouhari, président sortant, et son rival, donc Atiku Abubakar. Ils sont les grands favoris de l'élection présidentielle au Nigeria. À droite, Atiku Abubakar, ancien vice-président du pays dans les années 2000. À gauche, le président actuel Mouhamadou Bouhari, élu pour la première fois en 2015. Cet ancien général de 76 ans avait déjà dirigé le Nigeria à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80. Candidat malheureux des élections présidentielles de 2003, 2007 et 2011, il remporte finalement l'élection de 2015 face au président sortant Goodluck Jonathan. Malgré un premier mandat marqué par un bilan économique peu encourageant, le président promet d'achever les chantiers entrepris, la lutte contre la corruption et la fin de l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le nord du pays. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé lors de ce premier mandat, de manière à ce que les biens et les ressources de la nation soient utilisés pour le bien de tous. Comme son adversaire, Atiku Abubakar est musulman et originaire du nord du pays. À 71 ans, il est une figure connue du monde des affaires et de la politique et l'un des hommes les plus riches du pays. Cet ancien vice-président a remporté la primaire du Parti populaire démocratique en 2018. Sa campagne est axée sur la relance de l'économie, la sécurité et son expérience personnelle. J'ai senti que quelqu'un comme moi devait se présenter. Quelqu'un d'expérimenté en politique, dans le leadership, dans les affaires, pour tenter de restaurer et remettre le pays sur le droit chemin en matière de développement économique. Après une carrière dans les douanes, il a investi avec succès dans l'import-export, l'immobilier ou le pétrole, ce qui lui assure un large soutien de l'élite financière. Soutien à double tranchant, Atiku Abubakar est aujourd'hui soupçonné de corruption par ses détracteurs. L'affrontement s'annonce donc serré entre les deux hommes qui ont signé un accord de paix ce mercredi et appelé leurs partisans à respecter les résultats du 16 février prochain. Anna Sylvestre-Renner, ces élections sont importantes d'abord compte tenu de la taille du Nigeria, également parce que les processus électoraux passés n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille au Nigeria. On se souvient des violences notamment qui avaient vu l'élection de Goodluck Jonathan. Et puis parce que ces deux candidats s'affrontent sur un thème, celui de la corruption. Alors c'est le thème porteur de Mouhamadou Bouhari historiquement. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été vaincue? Et puis son adversaire, lui, n'est pas exempt de soupçons à cet égard. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant pour cela de se replonger en 2015, justement, au moment de l'élection de Mouhamadou Bouhari, où à ce moment-là, il y a un grand espoir. C'est la première alternance pacifique, démocratique chez ce géant ouest-africain. Et les Nigérians en attendent beaucoup de ce vieil homme. Il est déjà relativement âgé, mais il semble être un homme plutôt intègre, quelqu'un qui est à poigne. C'est un ancien militaire qui a déjà dirigé le pays après un putsch entre 83 et 85. Il promet à ce moment-là, c'est une de ses grandes promesses, la lutte contre la corruption. Et malheureusement, à la fin de son mandat, aujourd'hui, il y a effectivement une énorme désillusion, notamment sur ce sujet-là. C'est pas le seul, mais notamment sur ce sujet-là. Alors, il a tenté de faire des choses, mais on a le sentiment qu'il y a quand même
plutôt des effets d'annonce, plutôt qu'une réelle lutte contre la corruption, en tout cas chez les plus hautes personnalités, on pourra y revenir. Et puis son adversaire, Atiku Abubakar, qui est lui un businessman, qui a fait fortune, dit-on, dans les douanes, ce qui évidemment, disons, suscite un certain nombre de soupçons sur l'origine de cette fortune. Un des dirigeants des douanes, il a travaillé au port de Lagos, effectivement, et c'est comme ça notamment qu'il s'est enrichi. Aujourd'hui, il est à la tête d'un empire, il est multimillionnaire, et il y a d'énormes soupçons autour de lui. Lui, il dit, bah ouais, mais moi, j'ai jamais été condamné, et il faut bien dire qu'il pourrait, il pourrait l'emporter lui aussi, en tout cas. Et il forme un ticket avec un candidat à la vice-présidence qui, lui, présente tous les atouts dans la lutte anticorruption. En tout cas, il est lui-même entouré de personnalités qui, dit-on, peuvent permettre de redorer un peu ce blason interni. Peter Obi, effectivement, c'est à l'américaine, hein, c'est des tickets qu'on présente, et du côté de Buhari, qui repart avec le même VP, comme du côté d'Atiku Abubakar, effectivement, les vice-présidents potentiels semblent être peut-être plus intègres que les présidents, en tout cas plus charismatiques et peut-être plus intéressants pour les électeurs. Moïse Gomis est avec nous en duplex d'Abuja. Moïse, Mouhamadou Buhari doit s'exprimer ce soir. Hein. Il occupera très largement les ondes de la radio et de la télévision nigériane. Que va-t-il dire ce soir aux Nigérians ? Moïse Gomis n'est plus avec nous. Il va revenir dans un instant. On continue, évidemment. Ebenezer Okopko, cette question de la corruption, est-ce qu'elle est centrale dans cette élection ou est-ce que c'est l'économie ? Parce que c'est vrai, il faut le dire aussi, il n'a pas eu... Alors, a-t-il manqué de chance ou bien a-t-il accentué, disons, les difficultés économiques ? Toujours est-il que depuis l'arrivée au pouvoir de Mouhamadou Buhari, eh bien, le prix du pétrole a fortement baissé, que ça a pesé très nettement sur l'économie nigériane. C'est l'argument essentiel de M. Buhari pour dire que lorsqu'il était dans l'opposition, le prix du pétrole était à 140, 120 dollars par baril. Et qu'aujourd'hui, c'est descendu jusqu'à 24 ou 30 dollars le baril. Donc, lui n'a pas la chance des autres dirigeants du Nigeria. Et que, etc., etc. Mais simplement, sous la lutte contre la corruption. Lorsque M. Buhari et M. Abubakar Atiku étaient ensemble en 2014 pour contrer le pouvoir du président Jonathan, personne ne parlait de M. Abubakar Atiku comme un homme corrompu. Il y a quelques semaines, juste avant les élections, Atiku était toujours avec Buhari parce qu'il est parti du PDP vers l'APC. Et puis, soudain, puisqu'on ne lui a pas donné le ticket pour la candidature, il part de l'APC vers le PDP. Et soudain, le APC se réveille pour dire que non, M. Atiku était un homme corrompu. Nous, Nigérians, on rigole parce que lorsqu'il était l'ami de M. Buhari, cet homme n'était pas corrompu, mais aujourd'hui, puisqu'il est contre M. Buhari, il est soudain devenu un homme soupçonné de corruption. Donc, bon. Antoine Glaser, d'ailleurs, ces apparences de bipartisme, parce qu'il y a quand même une soixantaine de candidats, mais 2 émergent très nettement, et comme ça a été le cas lors des précédents scrutins, d'ailleurs, cette apparence de bipartisme, il y a un jeu de faux semblants. Oui, et puis c'est vrai, je suis totalement d'accord. Nous, on est un peu obsédés par la lutte contre la corruption dans ces pays. La réalité, c'est que c'est une question de redistribution. C'est un pays fédéral. Et quand vous avez le problème, avant, vous aviez Jonathan Goodluck, qui était un président du Sud, qui devait redistribuer au Nord, puisque la manne pétrolière est au Sud. Et je veux dire, entre les deux, le problème, c'est 2 hommes du Nord. Mais le problème de ce pays, c'est la redistribution de l'argent. La corruption, les gens, ils vont pas voter forcément pour quelqu'un qui est austère, je veux lutter contre la corruption. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils vont manger demain dans ces pays. Et donc, c'est vraiment une question de redistribution. Donc, c'est vrai, on dit, voilà, Abubakar, c'est certain c'était quand même un haut fonctionnaire. Ils sont tous les deux des hommes d'appareil. Vous avez un militaire austère, et puis vous avez un type qui a été aux douanes, apparemment, qui s'est enrichi, et maintenant qui fait du business. Mais la réalité, c'est la capacité de ces gens à redistribuer au niveau fédéral. Ça veut dire que les gens mangent à leur faim. Il y a ça, et il y a effectivement le problème, parce que Abubakar, il est justement du nord-est de Adamawa, qui est la région où justement, avec la frontière du Cameroun, qui est très proche
aussi du nord-est, c'est-à-dire de Boko Haram, de Maïdougouri. Donc là aussi, l'enjeu, c'est à mon avis beaucoup plus le problème de la redistribution du pognon du pétrole, il faut dire les choses, et aussi, bien évidemment, du problème de Boko Haram dans le nord du pays. Louis-Magloire Camaillon, on va revenir évidemment sur le contexte sécuritaire et sur Boko Haram. Ses adversaires accusent Mouhamadou Bouhari de jouer du thème de la corruption pour écarter ses adversaires. Et notamment, il lui prête cette intention avec le procès qui est fait actuellement au président de la Cour suprême du pays. Oui, mais cela nous rassure au moins sur un point, c'est que le Nigeria n'est pas sur une autre planète que les autres pays. Les dirigeants politiques ont à peu près les mêmes défauts que partout. Le Sénégal vient nous le rappeler. La Côte d'Ivoire, si on l'avait oublié, est à peu près dans les mêmes pratiques. Donc, ces pratiques-là sont devenues aujourd'hui monnaie courante. On disqualifie avec les moyens du bord. On instrumentise la lutte anticorruption un peu à la manière de la Chine, finalement. Absolument. Au Cameroun, on a l'opération Épervier. Donc, c'est quelque chose qui est devenu aujourd'hui tellement courant que les politiciens, pour ne pas trop se salir les mains, utilisent des éléments juridiques qui leur permettent de dire « nous ne sommes pas en train d'empêcher qui que ce soit d'exprimer ses idées, mais sachez que quand vous contrevenez à la loi, vous devez en répondre et c'est simplement cela, séparation des pouvoirs et vous vous démerdez avec la justice. » Mais à côté de tout cela, n'oublions pas que le Nigeria est quand même un très grand pays dans lequel la violence n'a pas commencé avec Boko Haram. C'était déjà un pays très violent. Regardez les rues de Lagos ou d'autres régions du pays où la violence existait déjà avant Boko Haram. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus médiatisé parce qu'il y a cette dimension lutte contre le terrorisme international qui fait qu'on met un accent particulier sur le terrorisme lié aux pratiques cultuelles. C'est ce qui explique, Anna Sylvestre-Renner, l'attention que les États-Unis semblent porter à ce scrutin, puisqu'ils appellent à un scrutin des élections libres, justes, transparentes et pacifiques, et qu'on se souvient que Mouhamadou Bouhari était le premier dirigeant d'Afrique subsaharienne invité à la Maison-Blanche après l'élection de Donald Trump. Il y a des liens particuliers avec les États-Unis. Oui, il y a évidemment des liens traditionnels particuliers avec les États-Unis et évidemment que les États-Unis regardent. Enfin, c'est une évidence de le dire comme ça, mais en même temps, c'est un géant, c'est un pays qui est par pur extrêmement... intérêt économique ou il y a un enjeu sécuritaire aussi qui compte pour les Américains avec la lutte contre Boko Haram et ce qui se passe autour du lac Tchad. J'aurais tendance à penser que l'intérêt est surtout économique, mais l'enjeu sécuritaire existe pour tout le monde, évidemment, quand on parle du Nigeria. Mais j'ai tendance à penser que c'est d'abord l'économie aujourd'hui qui est au cœur de la problématique. Parce que même, faut pas, c'est un producteur de pétrole, le Nigeria. Il est dans une zone de ce monde qui s'appelle le Golfe de Guinée, qui est quand même, après les pays du Golfe, une région du Golfe arabe, arabo-persique, qui est quand même une région où il y a énormément de pétrole. Et parmi les terroristes qu'on a ou arrêtés ou qui ont eu une tentative d'action vers les États-Unis, il y en a un qu'on avait attrapé dans un avion allant aux États-Unis et qui était nigérian. Donc, pour les États-Unis, c'est important d'avoir une emprise dans le Golfe de Guinée et notamment dans ce pays qui est très important puisque, suivant les calculs de la richesse nationale brute, il arrive que le Nigeria soit ou premier ou deuxième économie du continent africain. Si on n'est pas dans l'une des deux premières économies du continent africain et qu'on est la grande puissance mondiale, ça peut paraître incongru. Et donc, je pense que c'est pour cette raison-là que les États-Unis s'intéressent assez particulièrement à ce qui se passe au Nigeria et que la lutte contre le terrorisme passe aussi par là. Quand on a un pays qui sera la population la plus importante en termes de croissance dans les prochaines années, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ce marché-là non plus. C'était intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que les gens ne réalisent pas que ce pays, il y a 190 millions d'habitants, il y aura 440 millions de Nigérians en 2050. Il y aura plus, et à l'époque, il y aura plus de Nigérians sur Terre que d'Américains. Donc, je veux dire, on a du mal à imaginer la puissance qu'est le Nigeria. Et c'est vrai que les Américains, pour eux, il y a le pétrole, il y a la démographie, et c'est vrai que pour eux, c'est eux qui ont déjà du mal à savoir où sont les pays, à situer les pays africains. C'est vrai que le Nigeria, ils voient le Nigeria, l'Afrique du Sud, et ben basta così. Atiku Abubakar se dit libéral, il défend un programme pour libéraliser l'économie. Est-ce qu'il serait, lui, peut-être le candidat davantage des États-Unis où il n'y a pas finalement d'opposition aussi franche? On est de plus en plus en Afrique, c'est vraiment les côtés endogènes qui comptent, vous êtes d'accord? De plus en plus, on voit ça, personne n'instrumentalise maintenant les chefs d'État. Ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. Non seulement ils ont la Chine et le Nigeria, ils ont même Israël pour les écoutes. Ils sont au Nigeria. Il y a le monde entier, je veux dire, au Nigeria. Donc, je veux dire, personne ne peut instrumentaliser le Nigeria.
Et puis les hommes passent, mais les intérêts, eux, ils restent. Ils restent très pertinents, que ce soit avec l'actuel président ou un potentiel successeur, le fait est que les affaires se poursuivront. Et elles se poursuivront quelle que soit la situation politique ou sociale du pays. Ebenezer Obkopko, reste tout de même cette mise en garde des Américains qui veulent un scrutin transparent. On pourrait dire que finalement c'est une prise de parole ou une prise de position assez classique et traditionnelle. Toujours est-il qu'il y a eu des craintes sur notamment la sincérité du vote, et on a pu voir des incidents ces derniers jours dans le pays. Non, mais il y a des craintes. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, nous qui sommes du sud du Nigeria, nous avons une crainte de voir ces élections verrouillées en quelque sorte en faveur d'un candidat qui est le président sortant. D'où la mise sur la touche du président de la Cour suprême, où ça n'a rien à voir d'après vous? Non, mais c'est tout son ensemble. Pourquoi? Parce que le président de la Cour suprême qui est sortant, ou qui a été démis de ses fonctions par M. Buhari, est originaire du sud du Nigeria. Et ce que nous crions comme scandale, en tout cas, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais c'est de dire le président actuel souhaite mettre quelqu'un à sa botte, c'est-à-dire... C'est lui qui peut départager les candidats en cas de litige. Tout à fait, en cas de litige. Donc c'est lui qui constitue les tribunaux électoraux, etc. Donc aujourd'hui, on trouve un président avec tous les chefs militaires qui sont du Nord, tous les présidents des cours, de la Cour suprême du Nigeria, de la Cour d'appel du Nigeria, de toutes les institutions bien verrouillées en faveur. Nous pensons que c'est en sa faveur, parce que je ne peux pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Et donc, il y a une crainte qu'il y ait une violence, parce que demain ou le dimanche, par exemple, si on annonce la victoire du président Buhari, nous craignons qu'il puisse y avoir contestation et que la contestation puisse prendre une forme violente. C'est ça, et nous prions, tous les Nigérians prient pour que ça soit le plus paisible possible. Et dans cette affaire, dans cette affaire du président de la Cour suprême, dans le camp Buhari, on dit voilà, c'est parce qu'il n'a pas déclaré un certain nombre de comptes bancaires. Libellés en devises étrangères. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire. Oui. Mais d'une certaine façon, effectivement, comme vous le dites, le soupçon suffit, c'est-à-dire le fait qu'à quelques semaines de l'élection, peu importe la vraie raison, d'une certaine façon, le fait qu'à... Son arrestation est ordonnée hier même. Voilà, et qu'à quelques semaines de l'élection, il soit révoqué, qu'il soit remplacé par quelqu'un du Nord, etc., c'est évidemment un mauvais signal, quand bien même il n'aurait pas déclaré des comptes bancaires. À la limite, peu importe, c'est ce timing qui, évidemment, fait monter la pression et est mauvais, quoi. On va y revenir dans un instant. On s'intéressera à la situation économique du Nigeria, un géant africain, et puis également, bien sûr, la situation sécuritaire avec Boko Haram. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Retour au débat de France 24, on vote dans 2 jours au Nigeria, élection pour élire notamment le président, un successeur à Muhammadu Buhari, à moins qu'il ne se succède à lui-même. Pour en débattre, toujours à mes côtés, Anna Sylvestre-Trener, journaliste à Jeune Afrique, ancienne correspondante de France 24 et d'RFI, Antoine Glaser, écrivain, spécialiste de l'Afrique et également co-auteur avec Thomas Hofnoum de Nos chers espions en Afrique, Louis Magloire Kemayou, journaliste et président du Club de l'information africaine, et Ebenezer Okpokpo, vous êtes avocat nigérian. Merci à nouveau, avocat, d'avoir accepté de débattre. C'est donc la première économie d'Afrique de l'Ouest, mais qui a également ce triste paradoxe d'abriter aussi le record mondial de personnes vivant dans l'extrême pauvreté, 90 millions d'habitants, soit 46% de la population, d'après certains experts. La croissance économique moyenne du pays est d'ailleurs la plus faible sur les 4 dernières années, celle de présidence de Muhammadu Buhari. Anna Cunningham et Moïse Gomis, nos correspondants de France 24 au Nigeria, sont allés à la rencontre de Nigérians à Abuja et à Lagos pour comprendre comment eux-mêmes vivent les politiques économiques mises en place depuis l'arrivée au pouvoir de Muhammadu Buhari. Blanca et Chinedu Obiyoa travaillent tous les deux pour le service public. Malgré leur salaire mensuel, ils peinent à tenir leur budget. Leur appartement leur coûte 1 000 € payables en une fois. Chaque trimestre, le couple règle encore 1 000 € pour la scolarité de leurs enfants, sans compter l'eau, l'électricité et les frais de santé. Pour m'en sortir, je fais le tour de mes proches et je leur demande s'ils peuvent me prêter tel ou tel montant d'argent. À la fin du même mois, avant qu'on ne touche nos salaires, je dois payer cette dette. Après avoir payé la dette, on recommence et on refait des emprunts d'argent qu'il faudra rembourser à la fin du mois. Vous comprenez ? Il n'y a donc aucune chance pour qu'on puisse avoir le moindre début d'épargne. La première économie africaine n'est pas sortie de sa dépendance au pétrole.
Le président Muhammadu Buhari a interdit certaines importations pour faire le jeu du Made in Nigeria. Cette politique n'a pas eu d'effet sur le pouvoir d'achat des Nigérians. Sur le marché de Balogun, à Lagos, beaucoup de commerçants dépriment. Je ne vois pas comment nous, les marchands, pourrions survivre. On souffre vraiment. Parfois, en une journée, les ventes ne dépassent pas les 50 €. Tous les vendeurs, sans exception, sur ce marché dépendent des crédits octroyés par les banques. Qu'on vende ou pas, les intérêts restent en cours. Aujourd'hui, le Nigeria est pauvre. Dans des cliniques comme celle-ci à Lagos, les frais de fonctionnement sont exorbitants. Les coupures d'électricité obligent cette directrice à recourir au générateur. Résultat, elle n'a aucune marge de manœuvre pour proposer de bons salaires à ses jeunes médecins. Elle déplore la fuite de ses meilleurs éléments. Comment pouvons-nous être attractifs, nous, petit établissement, avec notre offre de 14 lits d'hospitalisation? Du coup, chaque année, nous perdons en moyenne 2 médecins. Ils migrent vers le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Canada. Le futur locataire du palais présidentiel aura un sacré défi. Il devra trouver des recettes concrètes pour relancer l'économie nigériane. Louis Magloire-Comayou, le Nigeria est victime de quoi finalement? Qu'est-ce qui explique ce coût de la vie trop élevé? C'est la baisse des prix du pétrole? Ce sont les politiques mises en œuvre par Muhammadu Buhari lui-même qui ont accentué ces effets, notamment à travers le contrôle des changes? Non, je pense que le Nigeria a fait beaucoup d'efforts, notamment sous Olusegun Obasanjo, pour assainir son économie, faire en sorte de restaurer la confiance entre les usagers, la banque et les administrations. De ce point de vue, des efforts ont été véritablement faits pour que la confiance revienne et que l'économie reparte. Maintenant, il y a une conjoncture défavorable qui est due d'abord au fait que le prix du pétrole a drastiquement baissé, que la population du Nigeria n'est pas celle du Gabon ou du Rwanda, elle est très importante et il faut suivre avec tout cela. Malheureusement, les moyens ne sont pas illimités non plus. Le Nigeria, même s'il est un très grand producteur de pétrole, a le même problème que le Venezuela. Il ne raffine pas son pétrole. Il doit le vendre d'abord, le racheter, raffiner, pour ensuite le revendre sur son marché. Ce qui fait qu'il est très très cher et ça participe. Quand on vous dit que les groupes électrogènes sont utilisés, ils fonctionnent au carburant et donc il faut payer pour tout cela. Ça fait que le coût de la vie est tiré vers le haut. Les gilets jaunes en France en savent quelque chose. Utiliser sa voiture, son groupe électrogène pour l'électricité, ça revient très 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 cher et donc tous les avantages qu'on pourrait tirer d'une économie aussi orientée vers le pétrole que celle du Nigeria sont anéantis par le fait qu'il n'est pas prêt lui-même à réaliser tous les traitements et à tirer tous les avantages endogènes de ce produit. Oui, j'ai juste un mot à dire sur cela. Oui. Lorsque on est responsable, je ne dis pas que le président Buhari n'est pas responsable, parce que c'était un ancien chef d'État. Il s'est préparé pour cette fonction depuis très longtemps. Il se dit entourer des gens très compétents. En tout cas, c'est le discours officiel. Lorsque vous avez tout ça, et que vous avez donné tellement de promesses, parce que M. Buhari nous a dit qu'en 4 ans, il allait faire en sorte que le naira soit l'égal du dollar. Il allait faire en sorte qu'en 6 mois, nous ayons tous l'électricité, etc., etc. Tout ça, ce sont des promesses qui n'avaient aucun fondement par rapport, c'est-à-dire sur la réalité de ce qui était le Nigeria. Donc, confronté à ça, désolé, mais il s'est entouré des gens qui ne savaient plus quoi faire parce que la tâche était tellement énorme. Je ne pensais pas que lui, M. Buhari, allait d'une baguette magique changer tout. Mais ceux qui l'entouraient, les technocrates et les experts qui l'entouraient, à mon sens, ont sous-estimé le travail à faire et ont donné n'importe quoi pour arriver au pouvoir. Et c'est à eux, en 4 ans, pas en 8 ans, en 4 ans, de résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, on nous dit, mais c'est tout simplement parce que le prix du pétrole était à 120, 140 et qu'aujourd'hui, c'est à 40. On n'a absolument rien à voir lorsqu'on on dirige une équipe responsable. Promesse excessive, manque de rigueur? Oui, c'est vrai qu'il y a un problème général de gouvernance, mais je veux dire, il faut savoir que c'est très difficile de passer d'un pays qui a un secteur informel gigantesque, avec c'est la démerde avec les grands frères et autres. C'est pour ça, quand je parlais de corruption tout à l'heure, bien sûr, ici on dit la lutte contre la corruption, mais quand c'est la survie au quotidien, il vaut mieux avoir, même dans un parti corrompu, un grand frère qui va vous assurer votre subsistance et payer votre loyer. Quand vous êtes installé, c'est ça aussi
c'est le fonctionnement général. Donc après, il y a des grands mots de Banque mondiale, FMI, gouvernance, ajustement structurel, etc. Mais quand vous partez de la réalité du terrain, des villages, de la façon dont ça fonctionne, vous ne passez pas comme ça à une économie gérée. Boari a quand même pris des mesures, par exemple, pour limiter un certain nombre des importations, limiter pour avoir un système agricole endogène. C'est quand même un pays, c'est un grand pays du continent qui n'accepte pas la zone de libre-échange qui a accepté l'ensemble de l'Union africaine. C'est un pays très autarcique, ils vivent entre eux. Et ils font vivre des pays, les voisins comme le Bénin. Le Bénin, ils vont souffrir, ils ont des grands marchés. C'est le trafic généralisé sur le Nigeria. Donc, c'est un pays qui compte. Et encore une fois, moi, j'aimerais bien qu'on parle de l'économie informelle du Nigeria. Ça changerait peut-être la donne. Il y a un problème de climat des affaires, peut-être quand même pour les investisseurs étrangers qui pourraient être tentés de participer. Anna Sylvestre-Renner. En tout cas, c'est vrai que Boari a tenté des mesures, par exemple sur le riz, qui est évidemment une denrée de première nécessité et que les gens consomment, où il a grosso modo tenté de favoriser les producteurs locaux en mettant d'importants droits de douane. Mais ça n'a pas fonctionné en réalité. Donc le riz est devenu plus cher. Et ce que beaucoup de Nigérians disent, disons, voilà, pas les ultra riches, puisqu'ils sont très nombreux, ils sont nombreux dans ce pays aussi, mais les très pauvres, et eux, ils sont bien plus nombreux, les plus pauvres, ils disent globalement qu'ils vivent plus mal que lorsque Boari est arrivé au pouvoir. Et évidemment que c'est un problème. À la limite, que Boari dise c'est pas de ma faute, c'est la chute des cours du pétrole. Ou, qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Enfin, si ce n'est que peut-être samedi, pas grand monde, beaucoup vont être démobilisés et que beaucoup de Nigérians n'auront pas envie d'aller voter. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il dit c'est pas de ma faute, c'est la conjoncture, mais qu'il a une responsabilité en tant que président. Le taux de participation va être très intéressant. Moi, si les gens vont dire finalement l'un ou l'autre, ça ne change pas, c'est le taux de participation qui était de 40% environ en 2015. C'est ça qui va être très important pour ce pays. Mais on voit les moteurs qui pourraient permettre au Nigeria d'assumer justement son expansion démographique à l'avenir, ou est-ce qu'il y a une vraie question sur ce qui va permettre aux masses nigériennes de subvenir à leurs besoins à l'avenir? Moi, je pense qu'il y a déjà cette bagarre presque sanguinaire et fraternelle entre les gens du Nord et ceux du Sud qui devrait être arrêtée sous l'étiquette de la foi. On ne devrait plus avoir ce genre de bagarre parce que ça n'apporte rien de... Mouhamadou Bouri avait apporté son soutien à la mise en application totale de la charia dans le pays, ce qu'il n'a évidemment pas fait. Non, il ne l'a pas fait, heureusement. Mais le contrôle du Nord avec les gouverneurs dans ces zones-là, qui ont quand même énormément participé à l'expansion de Boko Haram, ce contrôle-là, c'est un État fédéral. Ce n'est pas comme en France où le président est capable de tout régenter depuis l'Élysée. On est dans un pays fédéral où les gouverneurs sont des présidents de leur région. Et donc autant de contre-pouvoirs à la mise en application d'une politique à l'échelle nationale? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la lutte contre Boko Haram, même si on est décidé à la faire et que je pense qu'il n'a pas ménagé ses forces pour le faire, le président Boari, le problème, c'est que ce sont des zones immensément peuplées dans lesquelles où on frappe en se disant que quoi qu'il arrive, même si on arrive à tuer une grande partie de la population civile, au moins on aura éradiqué le mal. Soit on fait ça, soit on se dit on fait confiance aux autorités et on achète des armes pour aller détruire le peuplement qui s'y trouve. Soit alors on fait un choix comme celui que nous avons aujourd'hui de dire c'est compliqué et on essaiera de négocier et ça ne prendra finalement pas. Alors on va partir tout de suite à Abuja puisqu'on a réussi à établir la liaison avec Moïse Gomis qui entre-temps a pu suivre l'allocution du président Mouhamadou Bouri. Alors qu'a donc dit le président sortant, Moïse? Alors Mouhamadou Bouri s'est adressé à la nation nigériane en dressant en quelque sorte le bilan de son action. Il est revenu sur les actions phares de son mandat. Il a parlé de la lutte contre la corruption. Il a parlé de sa tentative de diversifier l'économie et qu'il avait besoin d'un nouveau mandat pour poursuivre cette politique. Il est revenu sur les problèmes de la fédération nigériane. On va rappeler que
durant son mandat, il y a eu plusieurs crises majeures, le clash entre fermiers et agriculteurs dans la région du Middle Belt. Il y a eu également les velléités de séparation avec la résurgence du mouvement Biafrais, et également des pirates du côté du Niger Delta. Il a promis que s'il était élu, qu'il ferait en sorte de permettre l'expression au sein du Nigeria. Et surtout, là où c'était surprenant, on s'attendait à ce qu'il puisse s'adresser sur les questions de sécurité. Il a surtout insisté sur qu'il avait besoin d'un second mandat pour aller plus loin dans sa politique. Donc, au lieu d'une adresse classique sur un président qui s'adresse à la nation, le président Buhari a utilisé ce dernier discours en tant que président pour faire un peu le bilan de son action présidentielle. Merci Moïse Gomis. Pas de surprise donc sur le contenu de ce qu'a à dire Mouhamadou Bouhari ce soir, mais c'est clairement donc ça se place dans le cadre d'un discours de campagne et de mise en valeur du bilan. Vous l'avez dit, Mouhamadou Bouhari, outre la promesse économique, il y avait cette promesse de venir à bout de Boko Haram. On est la situation aujourd'hui dans le nord-est du pays. La situation n'a pas vraiment avancé, mais il faut, pour bien faire comprendre quand même aux gens, parce que quand on dit Boko Haram, ils s'imaginent que ce sont des djihadistes, ils s'imaginent que c'est comme l'opération Barkhane de la France. Secte religieuse au départ. Alors qu'en fait, c'est une secte avec leur chef Younous qui a été assassiné par l'armée en 2009. Et c'est vrai que ça a dérapé, mais comme une secte. D'autre part, il faut faire comprendre aux gens que le danger pour le Nigeria, c'est quand même l'éclatement. Et quand on dit Boko Haram, c'est pas simplement une secte musulmane qui va appliquer la charia. C'était un royaume. Il y avait un royaume du Bornou, du Ghanem, c'était l'empire du Ghanem, avec des gens qui ont été au pouvoir pendant 600 ans et qui avaient une langue, le kanouri. Donc le risque pour ce pays, c'est pas simplement Boko Haram, c'est qu'à un moment donné, les gens, et ce sont des gens qui ne sont pas simplement au nord du Nigeria, ils sont aussi au Cameroun, ils sont aussi au Tchad, donc c'est plusieurs millions de personnes. Et en ce moment, tout est en train de se reconstituer autour du bassin du lac Tchad, dans des îlots impénétrables, parce qu'il y a des épines, des trucs que vous ne pouvez pas pénétrer. Et donc le risque, c'est que le nord du Nigeria, ça soit déplacé dans le bassin du lac Tchad, que ça soit interminable. Et encore une fois, il y a une base sociale, une base culturelle de gens qui parlent. Pour eux, les Haoussa, c'est l'horreur. Pour eux, c'est des Kanouris. Ils ne veulent pas parler le Haoussa, ils parlent la langue. Donc, vous voyez, Boko Haram, il faut toujours expliquer aux gens, c'est pas Boko Haram, c'est pas Al-Qaïda du Maghreb islamique. Boko Haram qui veut dire l'éducation occidentale est un péché. Mais oui, et puis il y a une idéologie, je veux dire, c'est autre chose. Et ce sont des populations. C'est très important de comprendre, c'est de faire comprendre aux gens que Boko Haram, c'est pas Al-Qaïda du Maghreb islamique. Ça veut dire qu'on n'arrivera pas à bout de Boko Haram en tant que mouvement de pensée? Sans mesures sociales, économiques, de terrain, de développement. C'est ça le problème de fond. Une insurrection qui a fait au moins 27 000 morts et 1,8 million de déplacés. La responsabilité de l'armée aussi. Et qui a, vous allez voir d'ailleurs, c'est effectivement, comme vous le disiez, qui s'étend autour du lac Tchad. Avec aussi, on s'en souvient, ça avait frappé les esprits ici en Occident, c'est 276 adolescentes lycéennes enlevées, dont une centaine ont été libérées, 57 se sont enfuis. Mais enfin, on a vraiment perçu à ce moment-là le danger. Et puis, un chef, Aboubacar Shekau, qui fait allégeance au groupe État islamique. Alors, vous nous dites ce n'est pas la même chose parce qu'il y a des racines anciennes. Pour autant, est-ce qu'il faut aujourd'hui le combattre comme le groupe État islamique, Anna Sylvestre-Eder? En tout cas, pour en revenir en un mot sur justement la désillusion d'une certaine façon Bouhari à la fin de son premier mandat, en tout cas, c'est un militaire, Bouhari. C'est un ancien général et il est arrivé avec cette promesse-là de lutter contre Boko Haram. D'ailleurs, il l'a dit, il l'a répété, Boko Haram est techniquement, militairement défait. Et ça n'est toujours pas le cas. Alors, il est peut-être affaibli aujourd'hui. Enfin, on peut discuter, mais en tout cas, il n'est pas défait. Et encore récemment, il y a eu des rapts de lycéennes, alors qu'on fait moins de bruit ici en Occident. Voilà, on choisit ce qui nous intéresse, mais de plusieurs dizaines de lycéennes. Et il est un peu passé à côté, en fait, ce vieil homme malade. Il continue à aller à des mariages, etc. Et ça aussi, je pense que, d'une certaine façon, même si c'est moins au cœur que les questions économiques, ça compte pour les électeurs. C'est un échec, le Mablor Komayou? Oui, mais c'est que les temps ont changé.
quand il a été président dans les années 80, il n'y avait pas la Cour pénale internationale. Les organisations des droits de l'homme n'étaient pas aussi puissantes qu'elles le sont aujourd'hui. Dans son logiciel, je pense qu'il avait en vue d'aller mater, comme on le faisait dans les années 80, Boko Haram et tous les irrédentistes dans le Nord. Mais c'est que dans la réalité des faits, dans l'exécution de son projet, il y a au moins deux problèmes. Le premier, c'est qu'aucun militaire n'a envie qu'on lui fasse porter la responsabilité d'un crime contre l'humanité. La deuxième étant que s'il le fait et qu'il est le patron à la tête du pays au moment où ça arrive, il en porte aussi la responsabilité. Et je ne parle même pas de la capacité qu'il aurait aujourd'hui d'acheter des armes ou d'être sous embargo parce que les puissances occidentales ne seraient pas d'accord avec lui. Donc il y a un faisceau de choses qui font que, évidemment, il a mené un très mauvais combat par rapport à tout cela. Il n'a pas su ramener les filles de Chibok, il n'a pas su empêcher que de nouveaux enlèvements aient lieu. Mais tenons compte du contexte également, il a énormément changé. Le monde n'est plus le monde de la guerre froide où on pouvait taper en ayant la protection de certaines tutelles étrangères. Ebenezer Okoko. Pour revenir toujours sur Boko Haram, il y a 2 jours, le convoi du gouverneur de l'État de Zamfara a été attaqué. On ne sait pas s'il y a eu des morts ou pas. Mais lorsque le président Jonathan était au pouvoir, Boko Haram voulait que le président actuel, Buhari, soit une sorte de médiateur entre eux et le gouvernement. Ça fait du bruit. Lorsqu'il est devenu président, ou avant, il nous disait que ça sera réglé en 2-3 mois. Parce qu'il avait le pouvoir de négocier, etc. Le président du Tchad, qui était son allié à l'époque, disait que Boko Haram étaient des enfants munis des armes, etc. Ça fait beaucoup de bruit juste avant les élections au Nigeria, parce que c'est, je crois, votre confrère Le Monde qui a publié l'article du président Idriss Déby. Et donc, il y avait tout cet ensemble d'éléments qui faisaient que nous croyons énormément en lui pour dire qu'effectivement, il va faire quelque chose. C'est-à-dire ce miracle va venir. Boko Haram sera en tout cas, le conflit avec Boko Haram, puisqu'il est de cette région-là, il aura les mots nécessaires pour pouvoir apaiser les problèmes au nord du Nigeria. Nous avions à l'époque un chef d'État-armée qui était le général Ihi Jirika, si je prononce bien le nom, qui était natif d'Ibo. Et là, lorsqu'il luttait mais très efficacement, contre Boko Haram, tout le monde a dit que lui Ibo, il voulait venir massacrer les Haoussa ou les hommes du Nord. Les du Sud. Exactement. Massacrer ceux du Nord. Non, mais sincèrement, en sorte de revanche de ce qui était la guerre de Biafra. Donc, vous voyez le conflit entre le Nord et le Sud dans cette affaire-là. Et lorsque nous voyons aujourd'hui que malgré toutes ces promesses, malgré le fait que l'appareil militaire est occupé par les gens du Nord et que rien, en tout cas rien de significatif n'a été fait contre Boko Haram, nous disons non, effectivement, dans cette lutte contre Boko Haram... C'est intéressant de voir votre correspondant qui parle, apparemment, il rapportait ce qu'avait dit Buhari, qui parlait du Biafra. Oui. C'est-à-dire que finalement, il est beaucoup plus attentif aux indépendantistes du Sud, aux Biafrais, qu'au Nord. Donc il passe sous silence apparemment la lutte contre Boko Haram. Voilà. Il faut dire que Boko Haram impacte aussi le Cameroun, le Tchad et le Niger. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de groupes actifs. Il y a aussi c'est le vrai problème actuellement, Boko Haram dans toute la région. Oui. Il y a aussi effectivement le delta du Niger, dont on sait qu'il est aussi le théâtre de groupes rebelles et d'actes de piraterie, entre autres, et d'indépendantistes. Où en est la situation aujourd'hui? Est-ce que là aussi il y a une amélioration? On entend moins parler... Il y avait Goodluck Jonathan, qui était un homme du Sud. Il avait réglé les affaires. Alors on disait, oui, parce que lui, il redistribuait, et les gens du Nord disaient, bah, OK, mais voilà, il y a Boko Haram, etc. Et effectivement, quand Buhari est arrivé, tout le monde a dit, ah ben, il va régler les problèmes du Nord, et il y avait eu des problèmes à nouveau dans le Sud. Et que le fait que Buhari dise « Ouais, je vais faire attention aux Biafrais », c'est quand même... En tout cas, le groupe des Vengeurs du Delta du Niger considère qu'Atiku Abubakar est le seul candidat pour qui la population du Delta du Niger puisse voter. Voilà. Non, mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Excusez-moi de vous couper. Pourquoi est-ce que je suis de Niger Delta, donc je connais assez bien le problème? Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est parce que, si vous voulez, Buhari est au pouvoir depuis 4 ans. La première fois qu'il a mis les pieds à Port Harcourt chez moi, c'est il y a 2 jours, lorsqu'il est allé faire la campagne. La première fois qu'il est allé à Bayelsa State, à Yenagoa, c'est il y a 2 jours, lorsqu'il est parti de Port Harcourt vers 4 ans.
pas une visite d'un président dans une région du Nigeria complètement négligée. C'est comme si le delta du Niger n'existait pas dans l'esprit de M. Buhari. Comment voulez-vous que nous, on se sente nigérians à part entière? Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas parce que pour nous, le caractère fédéral du Nigeria a été mis dans la poubelle par le président Buhari. Et voilà pourquoi nous croyons comme le président, en tout cas le président, le candidat Atiku sera pour nous du Niger Delta un meilleur candidat, en tout cas un meilleur président que le président Buhari. Il y a un risque pour l'unité du pays? Non, à brève échéance. Non, parce que sur la côte Est, parce que c'est toute la côte Est qui est concernée finalement, qu'il s'agisse de Boko Haram ou du Biafra, les enjeux sont transnationaux. C'est-à-dire qu'avec le Cameroun, on a le même problème avec le sud-ouest et le nord-ouest où il y a des irrédentistes. Et donc, de ce point de vue, les deux pays collaborent énormément pour éviter que cela déborde, que ce soit dans une frontière ou dans l'autre. Et puis de l'autre côté, c'est quand même la zone pétrolifère et on y veille comme on veille sur sur du lait sur le feu, quoi. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, même s'il y avait des velléités, étant donné que Boko Haram est relativement contenu dans le nord et que dans le sud, la protection des installations pétrolifères est plutôt relativement bien faite, il y a peu de chances que ça arrive. C'est quand même un État fédéral, encore une fois. Donc, même si l'État central n'est pas très présent, les autorités fédérales des pays, des différentes provinces sont là pour être aux côtés des administrés, à la différence d'un pays comme le Cameroun où, quand vous n'avez pas une administration, elle n'est vraiment pas là. Et donc, vous devez faire beaucoup de kilomètres, souvent traverser la frontière pour avoir certains services de base. N'oublions pas simplement qu'il y a un autre gros point de tension au Nigeria en ce moment, qui est la Middle Belt, c'est-à-dire où il y a un conflit extrêmement meurtrier entre agriculteurs et éleveurs. Et ça aussi, c'est évidemment reproché aux autorités en ce moment. Et c'est là qu'il y a le plus de morts ces derniers mois. Merci beaucoup pour ce rappel, Anna Sylvestre-Aner, et merci d'avoir participé à ce débat. Également à vous, Antoine Glaser, Louis Magloire-Kemayou et Ebenezer Okpopko. C'est la fin du débat.